Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc la théorie qui s'applique à la supraconductivité, c'est la théorie BCS. Ce sont en fait les initiales de noms des physiciens Bardeen, Schrieffer et Cooper qui ont élaboré cette théorie. Alors lorsque l'électron libre dans la substance se déplace, elle se déplace dans le métal, cet électron interagit avec le réseau cristallin. Lorsqu'un électron passe au niveau d'un atome, il y a une certaine probabilité qu'il y ait une interaction entre les deux et que cela provoque une vibration de cet atome. Cette vibration, ou phonon dans sa version quantifiée, va alors se propager dans le réseau où elle a à nouveau une certaine probabilité d'être absorbée par un autre électron. On peut mettre cette idée en équation à l'aide de la mécanique quantique, ce qui n'est pas très difficile. Dans une situation où on a ainsi deux électrons dans le métal qui échangent un phonon. Le résultat net de cette interaction à distance est une attraction des électrons. Ils se trouvent ainsi liés dans ce qu'on appelle une paire de Cooper. La situation est en fait tout à fait analogue à un électron qui est autour d'un noyau atomique et qui échange avec ce noyau des photons qui sont associés au champ électrostatique. C'est la version quantique de ce champ. Et qui ainsi lie l'électron à l'atome à travers l'attraction électrostatique. Notons que les paires de Cooper sont dynamiques. Au gré des échanges de phonons, ce n'est pas toujours les mêmes électrons qui sont liés ensemble. Donc les paires de Cooper ne sont pas constamment formées des mêmes électrons. Et ces électrons peuvent même être fort éloignés dans le métal, le phonon pouvant se propager assez loin avant d'interagir avec un autre électron. Un point très important intervient maintenant. Lorsque deux fermions sont liés ensemble, l'ensemble qu'ils forment est un boson. C'est une propriété fondamentale de la mécanique quantique et cela est lié au fait que le caractère fermion ou boson est dû au moment angulaire de rotation des particules. En somme, deux particules de spin 1,5, comme les électrons, lorsqu'elles se lient, forment un ensemble qui a un spin qui est la somme ou la différence des deux, donc 0 ou 1, c'est-à-dire un nombre pair et donc un boson. C'est d'ailleurs aussi ce que nous avions dit avec l'hélium 4, qui a un nombre pair de protons, neutrons et électrons, et est donc un boson. La suite devient alors facile à comprendre. Au zéro absolu, toutes ces paires de Cooper se mettent dans le même état de base. La situation est tout à fait identique au superfluide qui s'écoule sans viscosité. Les paires de Cooper étant toutes dans le même état, sous un champ électrique, elles subissent un mouvement d'ensemble. Il est très difficile de changer l'état d'une particule, d'une paire de Cooper plutôt, parce qu'ils sont tous dans le même état et que c'est un état extrêmement favorable. Et donc, ils sont insensibles à la structure du réseau, ses irrégularités, etc. Tout comme le fluide superfluide s'écoule sans viscosité, ce courant de paires de Cooper s'écoule sans résistance électrique. À nouveau, pour des températures supérieures au zéro absolu, qui est on a un certain nombre de paires qui vont être dans des états excités ou carrément brisés. On a alors et ce jusqu'à une certaine température critique qui est l'analogue du passage à l'état hélium 1 qu'on avait vu dans le diagramme de phase, où on a ici une transition vers une condition normale avec résistance électrique. En dessous de cette température critique, il y a des paires de Cooper dans l'état de base et des électrons normaux,
ou des paires de Cooper excitées. Et ce sont celles dans l'état normaux qui conduisent le courant. Comme elles le font sans résistance, les autres électrons ne bougent même pas. Leur résistance électrique les empêche de réagir, alors que les paires de Cooper de l'état de base, elles circulent sans résistance. C'est analogue à mettre des résistances en parallèle. Si on a une résistance extrêmement faible et une résistance extrêmement forte mise en parallèle dans un circuit, la résistance totale est extrêmement faible parce que le courant passe par la résistance très faible. Notons aussi qu'un tel courant électrique qui est sans aucune résistance réagit de manière immédiate à tout champ magnétique, parce que rien ne le retient, rien ne le freine. Et il annule totalement ce champ magnétique de par sa réaction de propriétés dont j'avais parlé de l'électromagnétisme, c'est que les causes ont tendance à supprimer les effets. Et c'est un phénomène analogue ici. Le champ magnétique provoque des formations de boucles de courant supraconducteurs qui produisent un champ magnétique qui annule le champ magnétique appliqué. En réalité, ça ne se produit que dans une fine couche extérieure du supraconducteur, et le champ magnétique y pénètre un tout petit peu. Mais il est tout de suite annulé, et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Ce phénomène, qui empêche donc le champ magnétique d'entrer, explique l'effet diamagnétique parfait et l'effet Meissner. Mieux encore, dans l'expérience de l'anneau, où il subsistait un champ magnétique à la fin, la coupure du champ magnétique entraîne une variation du champ magnétique. Il passe en fait de sa valeur maximale à 0. Ce qui provoque par induction magnétique, c'est exactement le même fonctionnement que pour un moteur électrique ou pour une dynamo ou un alternateur. La variation du champ magnétique engendre un champ électrique et vice-versa. Et ce courant électrique va alors tourner dans l'anneau et il va générer un champ magnétique, ou plutôt il va maintenir le champ magnétique qui passait à l'intérieur. Comme ce courant circule sans résistance, il tourne indéfiniment sans jamais s'arrêter. C'est aussi un phénomène très étonnant de la supraconductivité, où on peut avoir un courant constant, perpétuel, sans même devoir appliquer une source, une pile. Évidemment, ici, c'est la variation du champ magnétique qui a créé ce courant. D'où l'étrange piège à champ magnétique qu'on a vu. Tout comme avec la superfluidité, on peut appliquer la physique statistique aux paires de Cooper. En fonction de la température, cela permet de calculer plein de choses, telles que la température critique, la chaleur spécifique du matériau, le champ magnétique critique, c'est le champ magnétique quand il devient trop intense, il pénètre brutalement dans le matériau et détruit la supraconductivité. Et permet de calculer bien d'autres choses. Alors, pour terminer, vraiment sans entrer dans les détails, c'est pas le but ici, c'est pas une série sur la supraconductivité, on a très vite découvert, très tôt, des alliages qui sont des supraconducteurs dits de type 2. Leur structure est un peu différente, le champ magnétique pénètre à l'intérieur du matériau, dans des zones appelées vortex. Ils sont plus complexes, mais la théorie BCS s'y applique parfaitement. Ils ont en général des températures critiques et des champs magnétiques critiques plus élevés, ce qui permet toutes sortes d'applications électroaimants puissants, comme ceux du grand accélérateur LHC, le HC à la frontière franco-suisse, où on a un immense anneau de plusieurs kilomètres, avec des aimants à supraconducteurs tout autour. Également, la lévitation magnétique, qui est assez spectaculaire à voir, et qui permet de fabriquer des trains à lévitation magnétique, par exemple, comme le maglev au Japon, qui permet aussi le transport de courant, etc.
Malgré tout, ça reste quand même des technologies assez coûteuses parce qu'il faut quand même refroidir à des très très basses températures. Même s'il ne faut pas refroidir à 2 ou 3 Kelvin, il faut quand même le refroidir à des températures de l'ordre de 20 Kelvin, 30 Kelvin maximum. Et donc c'est quand même des températures très froides. Alors on a découvert par après, tout à fait par hasard en fait, ce qu'on appelle les supraconducteurs haute température. Alors, haute température, tout est relatif. On est quand même dans le froid, mais on monte nettement en température. On arrive typiquement et on a dépassé la température de l'air liquide. Et ça offre de grands espoirs, parce que l'air liquide est peu coûteux et facile à produire, par rapport à l'hélium liquide, qui est très coûteux et très difficile à produire. L'air liquide, c'est pas cher, c'est facile. Et donc, avoir des systèmes qui fonctionneraient avec de l'air liquide serait très très avantageux. Mais ce sont curieusement des céramiques. Ça a été une curieuse surprise, des céramiques qui devenaient supraconductrices. Et les céramiques, on le sait, c'est cassant. Impossible de faire des fils électriques en céramique, ils casseraient immédiatement. Donc ça, c'est un gros problème technique. Et de plus, la théorie BCS ne s'applique pas. La théorie BCS montre qu'il y a une température critique maximale, je ne sais plus le chiffre, de l'ordre de 30-40 Kelvin, et ces supraconducteurs haute température dépassent largement cette température critique. Et on ne sait pas trop bien pourquoi. C'est beaucoup plus complexe. On en a même découvert certaines céramiques avec du fer. Alors que le fer, qui est ferromagnétique, est un véritable poison pour les supraconducteurs habituels, ceux de type 1 et 2. Alors qu'ici, il y a des supraconducteurs haute température avec du fer. Il semblerait même d'ailleurs que ce ferromagnétisme ou le magnétisme joue un rôle important dans la supraconductivité de ces matériaux, de même que leur structure cristalline semble jouer un rôle très important. Et on a même obtenu assez récemment des supraconducteurs haute température à température ambiante, mais sous des pressions colossales, donc pas à pression atmosphérique. Les progrès sont de toute façon constants. Régulièrement, il y a des publications, des avancées, tant au niveau des analyses, des mesures, de la théorie, que de nouveaux matériaux. Et on sent bien en lisant ces travaux que les explications théoriques, une explication théorique complète et synthétique, ne devrait probablement plus tellement tarder. Bon, ça peut encore prendre pas mal d'années, mais on sent la fin du tunnel. Et il est probable aussi qu'on arrivera à synthétiser des matériaux. C'est pas sûr, mais c'est probable qu'on arrivera à synthétiser des matériaux qui sont supraconducteurs à température ambiante et pression ambiante. Et ça, et qui pourraient être aussi usinés pour en faire des fils électriques, etc. Et ça, ce serait une vraie révolution, une énorme révolution. Voilà, on terminera sur cette note d'espoir technologique. Et nous terminons notre série ici. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt dans une autre série. Je vous remercie.